Bonsoir à toutes et à tous, salut. Et oui, Zach n'est pas là ce soir. Il pouvait pas être disponible exceptionnellement pour cette Coupe du Monde, pendant cette Coupe du Monde. Voilà, donc je vais essayer comme je peux de le remplacer. Vous avez vu, on a aussi quelques soucis techniques. Bon, c'est une journée un peu particulière. L'image n'est pas super nette, mais enfin, on va parler de foot. Vous avez l'habitude maintenant de ce rendez-vous-là. Et bon, j'accueille mon acolyte habituel, Raphaël Cosmidis. Comment ça va, Raphaël? Ça va très bien. Alors oui, certes, Zach n'est pas là, mais pour connaître Monsieur Dupont qui est avec nous et que tu vas présenter après, je pense que les gens verront qu'il est dans le même registre que nous. Et en plus, on va parler un peu portugais. Ça va être lusophone ce soir, donc ça va être sympa, surtout après le match qu'on vient de vivre entre le Brésil et la Corée. Je ne l'ai pas vu en direct, j'ai rattrapé la première période. Après un Japon en Croatie, pas mal non plus. Donc une belle journée de foot dans l'ensemble. Et on va essayer de faire une bonne émission en attendant le retour d'El Maestro Zako. Dès demain, si je ne m'abuse. Exactement, dès demain. Et donc, Raphaël en a un petit peu parlé. Je pense que vous le connaissez tous, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Régis Dupont, qui est au journal L'Équipe depuis un bon moment maintenant, spécialiste du Portugal notamment, et de plein d'autres choses, biberonné à l'école de jeu nantaise. Donc, il est en ce moment au Qatar pour suivre le Portugal notamment. Il était même au stade pour voir le Brésil, et vous allez voir que ça va vous faire du bien de l'entendre parler foot. Régis, comment ça va? Bah ça va bien, ça va bien. Et ici il fait beau, il fait chaud. C'est une Coupe du Monde très particulière, mais c'est aussi une Coupe du Monde malgré tout extrêmement agréable pour les journalistes, puisque on peut aller voir un match quasiment tous les jours si on est bien organisé, même deux pour certains. Donc c'est un peu une orgie de football, malgré toutes les réserves qu'on peut avoir par ailleurs sur cette Coupe du Monde. Et tu vas à pied là au stade par exemple ou tu dois quand même prendre Là, un taxi ou... alors, en fait, ça dépend vraiment des stades. Il y a des stades où ça se passe super bien, on peut y aller en métro, c'est très fluide, même s'il ne faut pas être pressé après les matchs parce que ça a du mal à attraper, on va dire, tous les supporters. Mais là, pour le coup, le Brésil, c'est à allez, 25 minutes à pied du stade, de l'hôtel. C'est le fameux stade qui sera démonté dans quelques semaines ou dans quelques mois. Donc, c'est le stade idéal, il est près de l'hôtel, on peut y aller à pied et il n'y a pas la climatisation à l'intérieur. Donc c'est vraiment un stade parfait. On n'a pas froid parce que dans les autres stades, quand ils mettent la clim, il faut mettre une petite laine, ce qui peut paraître quand même très paradoxal vu les températures ici, mais il faut mettre sa petite laine si on ne veut pas finir enrhumé. C'est une Coupe du Monde très très bizarre. Mais en revanche, il faut l'avouer, il faut le dire, même si on avait beaucoup de réserves avant, c'est une Coupe du Monde bien organisée. Eh bien, on va basculer sur les matchs du soir. Je vois que nos amis Alex OM, Rafiki, enfin tout un tas de Raz, il y a tout un tas d'habitués qui sont là. Et ça fait très plaisir de vous voir. Oui, vous allez avoir des tableaux, ne vous inquiétez pas. Raphaël vous a préparé des tableaux. Vous allez avoir votre dose, évidemment. Bon, on a tous pris du plaisir au moins devant la première période de Brésil-Corée du Sud. Un match qui se finit à 4-1, un Brésil assez époustouflant en première période. On avait dit avant ce match qu'on redoutait un peu pour les Coréens leur, euh, leur match contre le Portugal, là où ils ont sans doute laissé un peu d'énergie. On avait aussi parlé du fait que c'était pas forcément l'équipe euh, la, plus, la plus habile pour défendre dans sa surface, forcément la plus structurée défensivement. Bon, bah, on l'a vu, Raphaël. Je ne sais pas ce que tu te dis globalement après ce match. Ça a confirmé beaucoup de choses malgré tout et l'écart entre les deux équipes. Ouais, t'as parlé du match de la Corée contre le Portugal, mais déjà celui contre le Ghana là, avait été très éprouvant physiquement parce qu'ils avaient poussé pendant longtemps en fin de match sans parvenir à revenir. Et contre le Portugal, pareil, jusqu'au dernier moment, ça s'était joué. Kim Min-jae s'était blessé, là il était de retour. Donc les joueurs tournent peu au final quand tu regardes les compositions. La ligne défensive a quasiment pas bougé depuis le début du tournoi. Cho a gagné sa place quand il a marqué un doublé contre le Ghana depuis il a intégré l'équipe, mais sur le reste, tu vois, ça se joue avec 14-15 joueurs la Corée. Donc c'est vrai que ça tourne peu. Le Brésil avait reposé quasiment tous ses joueurs lors du troisième match de poule.
ce qui avait permis d'avoir 6 jours de repos pour la plupart des éléments qui là ont été titularisés. Et je trouve qu'on l'a vite senti. On a vu aussi les difficultés assez vite de la Corée dans son propre camp quand il fallait défendre, qu'on avait déjà vu, où le Ghana, l'Uruguay, dès que ça allait dans le camp adverse, même le Portugal, ça devenait quasiment une occasion. Après, il y a un truc qui est marquant quand même sur ce match, c'est la qualité technique générale du Brésil. Je ne sais pas comment Régis l'a vécu au stade, il nous le dira, mais de voir que sur l'action du troisième but, donc celui de Richarlison, et le quatrième est pas mal non plus, mais c'est Marquinhos qui fait la passe à Thiago Silva, qui lance en profondeur Richarlison. Tu t'es dit, bon, le niveau technique général de l'équipe, peut-être à l'exception de Danilo quand il est moins bon, ou de Militao quand il est dans des zones où il n'est pas adapté, c'est quand même assez fou. Ah, je confirme. Régis, Je confirme. ouais. Franchement, l'impression quand on est au stade, c'est vraiment très très au-dessus de ce que j'ai pu voir jusque-là. J'ai vu à peu près toutes les équipes, en tout cas toutes les équipes encore qualifiées, je les ai vues jouer. C'est vraiment au-dessus dans l'expression technique, dans le mouvement, avec cette réserve quand même qu'il y a un Brésil avec et un Brésil sans Neymar. Alors vous allez me dire c'est la même chose pour l'équipe de France avec Mbappé ou l'Argentine avec Messi, mais c'est quand même différent. C'est quand même différent, je trouve, parce que vraiment, Neymar change complètement le jeu du Brésil. Euh, Mbappé, il fait gagner l'équipe de France, mais je dirais que l'animation, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, on voit pas une différence essentielle. Là, vraiment, Neymar, il apporte cette touche de fluidité et de fantaisie qu'ont finalement pas trop les autres. Et pour avoir suivi aussi le Brésil en 2018, au niveau de la qualité technique, il y a vraiment un gap incroyable, quoi. Il y a vraiment au milieu, par exemple, devant la défense, il y avait déjà Casemiro, mais Paqueta, ça change tout, quoi. C'est vraiment un joueur de foot qui sur une touche oriente d'un côté ou de l'autre. Ils n'avaient pas ça en 2018. Et devant, offensivement, sur les côtés, pareil, il y a une qualité bien supérieure à ce qu'il y avait en 2018. En 2018, il faut rappeler, c'était Coutinho d'un côté, enfin en tout cas au début, hein, Coutinho d'un côté et Willian de l'autre. Là, on a quand même passé. Et puis, au-delà de la qualité technique, il y a une variété devant qu'il n'y avait pas non plus en 2018. Je me souviens qu'en 2018, je parlais d'une équipe hémiplégique parce que ça fonctionnait super à gauche avec Coutinho et puis c'était le côté préférentiel de Neymar. En revanche, à droite, c'était Fagner qui était arrière droit, donc quand même un arrière droit, bon, qu'on qualifiera de Qui restait limité, souvent en retrait d'extrêmement aussi déjà, limité. hein. Il y Ouais, avait voilà. déjà ce truc Et de le laisser William, en retrait. et voilà. Ouais, tout à fait. Alors là, et pour le coup, tactiquement, ce que j'ai trouvé hyper intéressant là, pour le Brésil, alors à voir sur les autres matchs, hein, parce que c'était quand même une opposition très particulière aujourd'hui, euh, parfois ils attaquaient en 3-2-5, quoi. C'était impressionnant. Donc il y avait les trois défenseurs centraux, entre guillemets, puisque Militao, on peut considérer que c'est un défenseur central parfois, en tout cas quand ils attaquent. Et il y en avait deux devant la défense, et les cinq autres étaient quasiment collés sur Et la d'ailleurs, défense souvent coréenne. celui qui était devant la défense, alors juste parenthèse, oui, alors salut au raid de Charlie qui nous a amené du monde, donc salut Charlie et puis salut à ses viewers. Et non, Zach n'est pas là ce soir exceptionnellement, mais il reviendra demain, vous inquiétez pas. Donc pour revenir sur ce qu'on disait, Régis, sur ce que tu disais, le 3-2-5, souvent même c'était Danilo qui venait faire le deuxième milieu à Tout à côté de fait. Mm. Casemiro. Un Ouais. peu un jeu finalement très positionnel. Tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il y a Ouais. à la fois la technique dont tu parles, dont vous parliez avec Raphaël, l'aisance avec le ballon, mais beaucoup de structure. Alors que souvent, dans le football sud-américain, tu vas accorder peut-être plus de liberté positionnelle à tes joueurs. L'Argentine l'a fait parfois, ben, le Brésil aussi. Alors que là, tu sens vraiment qu'il y a une répartition. Vinicius très à gauche, Rafinha très à l'opposé. Les zones sont bien Mm. définies. Et la structure avec le ballon est très bien définie. Et tu vois qu'ils prennent le temps de se structurer. Ouais, moi, ça m'a fait aussi penser, alors là pour le coup c'est très vieux, un peu au Barça, Cruyff ou Van Gaal, avec effectivement Rafinha et Vinicius, ils peuvent rester posés sur leur ligne de touche pendant une minute à attendre, c'est pas grave, ils bougent pas, ils restent là, ils attendent que le ballon remonte. Il n'y a pas y a pas de permutation en fait sur la largeur tant que le ballon n'est pas remonté. Et ça, finalement, on le voit assez peu aujourd'hui des joueurs qui prennent cette. Enfin, c'est pas les joueurs, pour le coup, c'est l'entraîneur qui décide ça, mais en tout cas, pour l'instant, sur cette Coupe du Monde, j'avais très peu vu ça. En général, quand un joueur est collé sur une ligne de touche, un joueur offensif, l'autre est plus à l'intérieur enfin, il y a d'autres mouvements. Mais là, c'est vraiment, ils prennent toute la largeur, c'est un parti pris.
Et pour le coup, j'ai aussi trouvé effectivement le jeu positionnel de Danilo de la gauche qui vient vers l'intérieur. Intéressant, techniquement, je l'ai trouvé plus à l'aise finalement que quand il joue à droite, paradoxalement. Et moi, ce qui Raphaël. m'intéresse, Régis, c'est qu'est-ce que pensent les supporters brésiliens et les médias brésiliens du coup de cette influence du foot espagnol sur la manière de jouer brésilien? Parce que le jeu de position, ça peut être parfois vu comme justement trop structuré, un peu trop rigide. Est-ce qu'ils sont clients de ça ou est-ce qu'ils trouvent que ça limite un peu peut-être la liberté de mouvement, les combinaisons à l'intérieur, tu vois, même si on a vu des super buts, mais c'est quand même très organisé pour une équipe brésilienne. Avec le ballon, je précise. C'est effectivement, par rapport par exemple au Portugal que je suis, c'est effectivement un jeu hyper organisé. Au Portugal, João Félix vient se promener, Bruno Fernandes, tout le monde vient se promener. Mhm. Et là, effectivement, le reproche qu'on peut faire à Tite, c'est que s'il n'y a pas Neymar, c'est un jeu qui perd quand même un peu de son sens. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un jeu qui devient très prévisible. D'ailleurs, on l'a vu, hein, quand Neymar n'a pas été là, ça a été beaucoup moins fluide, il y a eu moins d'occasions. Et il ne faut pas oublier qu'ils font une première mi-temps assez extraordinaire, les Brésiliens, il n'y a rien à dire. Mais 4 tirs cadrés, 4 buts pour commencer. Leur premier tir cadré qui ne fait pas but, je crois que c'est à la 40 ou la 41e aujourd'hui. Donc c'est aussi une efficacité maximale. Attention, même en produisant un football comme ça, c'est pas tous les jours qu'on marque 4 buts sur 4 tirs cadrés. Donc Même si c'est la c'est petite réserve. c'est beaucoup de tirs dans des très bonnes positions, par contre, Régis, tu vois. Tout Quand ils à fait. frappent, Ouais, c'est tout quand à même, fait. ils sont allés dans la surface en nombre, ils sont près du but. Ouais. C'est pas, tu vois. Alors, c'est pas les Coréens qui frappaient de 25 mètres souvent en première période. Ouais, tout à fait, tout à fait. Pour nuancer un peu. Mais je trouve vraiment que la seule limite, c'est qu'effectivement, comme c'est un jeu très positionnel, devant, par exemple, Richarlison, s'il n'y a pas trop de mouvement autour de lui, je trouve que bah, c'est pas Firmino pour le coup, pour faire la comparaison avec 2018. Moi, j'ai été très étonné que Firmino ne vienne pas. Je trouve que c'est un joueur qui justement crée les petits espaces dans un jeu très positionnel. C'est une équipe. Ça a presque renforcé la dépendance à Neymar. C'est ma seule petite crainte pour le Brésil, c'est ça. C'est cette dépendance à Neymar qui est presque plus forte qu'en 2018. J'ai un Alors, tableau, Dan, si tu veux. J'ai un tableau les pour amis, montrer un peu comment c'est le l'heure du Brésil tableau. s'organise, se réorganise. Régis, qui était au stade, pourra nous en dire plus parce que du coup, il a vu parfois des angles larges que nous, on n'a pas à la télé. Parce que cette Coupe du Monde est réalisée avec des plans assez serrés quand même. Donc, ça, c'est le Ouais. Brésil défensivement, avec une ligne de 2, là, Richarlison-Neymar, où Richarlison travaille quand même plus que Neymar. Les deux lignes de 4, avec donc Militao qui joue un rôle de latéral droit, Danilo un rôle de latéral gauche, et donc Marquinhos, Thiago Silva qui sont les deux dans l'axe, Paqueta, Casemiro, à gauche Vinicius, et à droite Rafinha. Bon, c'est très très simple, hein. Ils orientent le ballon vers les côtés, et ils enferment, et ils essaient de récupérer Mm. là. Il n'y a rien de très innovant dans cette partie-là. Par contre, quand ils récupèrent le ballon, ils se désorganisent, ils se déforment complètement. Tu as une ligne de 3 derrière, tu as Rafinha qui va coller très très haut la ligne de touche, t'as Richarlison qui va fixer dans l'axe, Neymar et Paqueta qui se mettent entre les lignes, Vinicius qui fixe très haut à Enfin, l'opposé, et t'as recentre le Danilo tableau. Ouais. qui vient, tu vois, voilà, mais pardon, je montre un peu. Et tu vois, tu finis en fait comme ça, avec un 3-2-2-3 ou parfois même un 3-2-5 où c'est très haut comme ça, comme le disait Régis, ce qui te permet en fait d'avoir cette sécurité défensive avec une base de 5. T'as tes 3 centraux plus tes deux milieux de terrain parce que Danilo devient un milieu en possession. Il le faisait déjà dans le City de Guardiola il y a quelques années de ça. Donc c'est un rôle qu'il découvre pas et ça fait maintenant, je pense, pas mal de mois qu'avec le Brésil, il tient ce rôle-là. Et plus haut, pardon, je vais me placer bien. T'as Richarlison qui fixe dans l'axe, Neymar et Paqueta qui viennent tenir des rôles de joueurs entre les lignes, et t'as tes deux ailiers qui sont des vraies menaces sur les côtés. Donc c'est assez intéressant ce que fait le Brésil parce que ils ont mis les joueurs pour savoir déjà au départ un peu comment on peut défendre sans être trop désorganisé, avec un Paqueta qui vient à l'intérieur avec Casemiro, parce que Paqueta a du volume. Et par contre, offensivement, ils font en sorte de donner de la liberté et de permettre aux 5 offensifs de se projeter, de pouvoir bouger, parce que tu as cette base très sûre, parce que la défense centrale, Thiago Silva, Marquinhos, Militao, dans la gestion des grands espaces, je les ai trouvés impressionnants. Il y a plusieurs fois où la Corée a essayé de jouer dans le dos de Militao, et en fait, à la course, et dans la lecture des trajectoires, il est impossible à doubler. Et ça, plus Thiago Silva et Marquinhos qui lisent très bien le jeu, qui peuvent faire du marquage préventif. C'est compliqué de trouver des espaces. Ils en ont eu un peu en deuxième, il y a eu quelques tirs, mais à 4-0, c'est difficile d'évaluer une performance défensive. C'est ça qui me trouble sur la lecture de la deuxième période, tu vois. Oui, voilà, on nous Mm, disait mm, sur le mm. chat, en deuxième mi-temps, ils sont vulnérables et tout, mais bon, quand tu mènes 4-0, tu as un Mm. relâchement, tu peux pas considérer les espaces qu'ils ont concédés de la même manière que s'ils les avaient concédés en début de match ou avec plus d'enjeux. Régis, Ah tu as ouais, non, senti mais le relâchement? Oui, bien sûr. Non, mais on va dire qu'à la 55e, début de deuxième, c'est encore resté à peu près cohérent. Et puis voilà, à la 55e,
le match est vraiment plié, il y a pas de suspense, c'est normal, il y a les premiers changements en plus, donc voilà, c'est totalement logique. Quelque part, ça n'aurait pas eu de sens pour le Brésil de continuer à ce rythme-là. La compétition est encore longue, ça n'avait aucun sens. Et ce qui est intéressant par rapport à la défense, je trouve, c'est qu'effectivement, moi, la crainte que j'avais par rapport au Brésil, c'était les deux latéraux qui n'étaient à la fois pas des latéraux hyper forts offensivement et qui n'offraient pas forcément toutes les garanties. Et c'est vrai qu'avec Militao, on est presque plus sur une défense à 3 centraux. Et là, du coup, ils ont retrouvé une sécurité, je trouve, et un peu la martingale. Et j'en suis même à me demander s'il va vraiment revenir sur Alexandro à gauche. Je pense quand même qu'il va revenir sur Alexandro, mais on peut même imaginer qu'avec Danilo, il se trouve mieux équilibré qu'il ne l'était. Qu'il ne l'était. Et Oui, parce que il y a des actions qui m'ont... petit rappel, en fait, Ouais, vas-y, vas-y. Alex Telles, donc les deux arrières gauche, donc Alexandro qui était le titulaire au départ est encore blessé, mais il va revenir normalement. Et le deuxième, Alex Telles, qui devait remplacer Alexandro, lui, forfait pour le reste de la compétition. Donc Danilo, qui avait commencé la compétition à droite, est passé à gauche. Et Militao, maintenant, depuis deux matchs, enfin sans compter le match pour du beurre contre le Cameroun, Militao est passé à droite. Ouais, et ce que je trouve intéressant, c'est que pour le coup, même en défense, des fois, ils arrivent en ligne de 6 en défense, tellement ils veulent être en sécurité. Et le décalage, il est hyper dur à faire. À un moment, en première période, on voit les Coréens qui réussissent enfin à faire un décalage. Et on se dit, ça y est, ça va partir. Et en fait, non, on se rend compte que là, Militao sort de la ligne de 4. Et en fait, il y a encore Militao à dribbler, quoi. Donc, en fait, c'est un joueur parce que déjà, dribbler Rafinha et le milieu qui vient aider, c'est déjà super dur quand on joue contre le Brésil. Et parce que c'est une équipe, j'ai trouvé aussi, qui va pas qui va pas chercher haut finalement. Quand ils perdent la balle, s'ils la récupèrent pas facilement, ils redescendent tranquillement. Ils se mettent pas en danger quoi. Ils se positionnent en bloc bas et ils attendent parce qu'ils savent qu'ils sont solides justement avec les quatre de derrière et la ligne de. Parce que souvent dans les deux, il y en a même il y a même Richarlison qui vient aider la ligne du milieu quoi. Donc ils sont vraiment souvent en 4-5-1 même quand ils défendent. Donc c'est très très dur de les prendre à ce moment-là. C'est ça qui les rend beaucoup plus complets que l'Espagne ou l'Allemagne, je trouve. C'est-à-dire qu'ils sont plus Mm, forts quand ils mm, n'ont pas le ballon, alors que l'Espagne, on l'a vu, dès qu'ils n'ont pas le ballon ou dès qu'ils doivent défendre avec 50 mètres dans leur dos, ils ont eu beaucoup de mal. Le Brésil n'a pas eu cette mm. difficulté. Alors, les adversaires n'ont pas été non plus très menaçants dans ce genre de contexte, hein. Ils ont un enchaînement d'équipes qui leur permet de tenir, d'être solides. Mais là, tu vois, contre une Corée qui aurait pu contre-attaquer un peu avec Son, avec la qualité technique des joueurs, avec les pieds des latéraux, sur la première période, la Corée a 0,16 expected goals et le Brésil 2,73. Donc c'est vraiment énorme la différence. Il y a très peu d'équipes qui ont fait une première période aussi dominante depuis le début de la compétition. Et ça confirme ce qu'on pensait d'eux. Après, il faudra voir l'état de Neymar. Comment tu l'as trouvé du stade, toi, Régis, sur le plan physique? Parce que c'était ça Ah, aussi une question. bah, je dirais que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a été obligé de jouer simple. Alors à un moment, il a un peu recommencé à tomber dans ses travers, j'ai trouvé, mais euh, je trouve que ça devient vraiment un joueur exceptionnel dès qu'il joue à une ou deux touches en fait. Et là, il l'a fait ce soir. Sans doute qu'il avait quand même des consignes pour éviter justement ces fameux chocs qui auraient pu à nouveau le blesser. Franchement, je l'ai trouvé pas mal. Alors, c'est compliqué parce que pareil au milieu, les Coréens venaient pas beaucoup chercher les Brésiliens. Ils étaient toujours assez loin finalement. J'imagine, j'ai pas les stats de Neymar, mais j'imagine que c'est un des matchs où finalement il a fait le moins de dribbles, où il a eu le Hmm. moins de duels à disputer en fait. C'est vraiment, c'était toujours tranquille en fait. Il était jamais dans l'urgence Neymar. Les trois ou quatre rares fois où il a dû faire quelque chose, évidemment il l'a réussi dans l'urgence, mais je dirais que c'est pas un match suffisamment significatif malgré tout pour Neymar et pour le Brésil en général, parce qu'il ne faut pas oublier que la Corée n'aurait jamais été en huitième de finale si le Portugal n'avait pas fait un peu n'importe quoi lors du troisième match. Quand même. C'est quand même C'est une vrai que équipe qui, pour moi, n'avait pas tout à fait sa place. contre l'Uruguay, qui n'a pas montré de la grande qualité, mais il y aurait eu certainement un match très différent, beaucoup plus Ouais. de bataille dans la surface, Ah, beaucoup plus l'Uruguay de aurait tamponné, rugosité. hein. L'Uruguay aurait Voilà, donc tamponné Neymar dans les 5-10 premières. voilà, Je pense qu'il serait allé beaucoup plus l'embêter. de rugosité, ça aurait été vraiment un autre type de match. Là, ils ont encore, là, ils jouent contre la Croatie. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Mais juste avant qu'on commence à enchaîner sur la Croatie, moi, j'ai été impressionné par l'attitude, encore une fois, l'attitude à la perte. Alors, on avait fait quelques focus on a parlé déjà de la structure avec le ballon.
qui leur permet de mieux contre-presser. On a parlé de Casemiro, des marquages préventifs de Thiago Silva et Marquinhos. Et je trouve que moi, ce qui m'a impressionné encore aujourd'hui, c'est ce que fait Richarlison quand le Brésil perd la balle, le nombre de sprints qu'il peut enchaîner. Pareil pour Rafinha, c'est les deux joueurs qui... On a parlé de leur implication défensive, mais je les trouve très concernés dès la perte. Il n'y a pas le temps, vous savez, parfois, les joueurs offensifs, surtout créatifs, tu as un peu le temps où tu attends de voir, ah ouais, mince, l'adversaire, il repart. Bon, allez, ok, il faut faire le repli. Tu vois ce temps de latence-là qu'on peut trouver chez les offensifs, bah, eux, ils ne l'ont pas. Et ça donne une équipe qui a tous les ingrédients pour bien récupérer le ballon vite quand elle le perd. Et déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce qu'on peut dire que le Brésil, c'est la meilleure équipe de contre-pressing de cette Coupe du Monde? En fait, tu peux te dire c'est l'Espagne, mais le Brésil est à la fois la meilleure. En fait, c'est la meilleure équipe qui contre-presse et qui peut survivre même quand son contre-pressing est cassé ou a pas fonctionné, tu vois, peut-être. Je pense que l'Espagne peut-être met plus de densité à l'intérieur, donc peut récupérer le ballon plus vite à la perte quand ça joue à l'intérieur. Par contre, le Brésil a cette capacité à contre-presser, voir son contre-pressing être battu par l'adversaire et derrière se rééquilibrer. Et ça, l'Espagne ne sait pas le faire ou n'arrive pas à le faire. Et je pense que le Brésil est plus fort là-dessus. C'est ce que disait tout à l'heure Régis sur le côté. Parfois, ils reculent et ils attendent et ils sont pas forcément toujours à vouloir récupérer le ballon vite. Et je pense finalement, quand tu regardes depuis le début de la compète, on a vu peu d'équipes avoir cette possibilité d'alterner tactiquement ce qu'elles font. On a vu le Brésil presser haut et attendre. On a vu le Brésil presser haut contre presser. On a vu qui d'autre comme équipe essayer de varier autant ou réussir à varier autant. La France n'y arrive pas pour l'instant. L'Angleterre, on ne sait pas trop vu ce qu'ils ont joué. L'Allemagne est sortie. L'Espagne, on a vu qu'ils avaient des grosses failles. L'Argentine, on sait qu'ils ne peuvent pas presser. Donc, tu vois, je ne sais pas ce qu'en pense Régis, mais je trouve que le Brésil est. C'est aussi parce qu'athlétiquement, ils sont forts, donc ça les aide aussi sur ce plan-là. Bah, on sent une équipe qui maîtrise complètement ce qu'elle veut faire, vraiment. Alors, il y a d'autres équipes, hein. Par exemple, je trouve que la Suisse, ça fait partie de ces équipes qui maîtrisent bien, mais le potentiel est complètement incomparable par rapport au Brésil. C'est ça vraiment la différence, c'est qu'effectivement, il y a des joueurs de grande qualité, comme Rafinha, qui défendent vraiment défendent vraiment fort. Toujours pour comparer avec 2018, Willan, qui était un joueur qui défend, c'était pas aussi fort, je trouvais, défensivement que Rafinha aujourd'hui, quoi. Rafinha, il défend vraiment très fort. Et donc, pour prendre le Brésil dans les couloirs, c'est déjà compliqué, en fait, pour lancer, sans même s'approcher de la surface de réparation. En fait, c'est vraiment l'idée de réussir à enclencher un truc dans un couloir, qui est déjà très compliqué contre le Brésil. Vu que de toute façon, dans l'axe, c'est mort, c'est pas possible de passer. Et donc, il y a vraiment, effectivement, j'ai trouvé quelque chose d'assez. Ouais, c'est hyper cohérent. Vraiment, là, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, l'équipe la plus cohérente de très loin, enfin la plus forte, c'est le Brésil. Ça, évidemment, c'est que la vérité d'un huitième de finale. Et encore une fois, le Brésil a été très peu mis sur la défensive. Ouais, mais parce Et que c'est non pour ça que j'aurais seulement, aimé les voir pour le coup contre l'Espagne. ouais, mais non seulement ils sont à l'aise, comme vous l'expliquiez, pour défendre et organiser, mais en plus, quand ils se replient, ils ont des joueurs très explosifs pour jouer en contre-attaque et pour être hyper dangereux en contre-attaque. Ils ont la créativité de Neymar à la passe et ils ont des coureurs. Ils ont évidemment la créativité de leur offensif. Rafinha, bon, et surtout Vinicius pour le dribble, mais le volume de course et de sprint que les trois devant peuvent offrir Tu peux en rajouter contre. Paqueta, hein, parce que Paqueta, sur le quatrième but, c'est lui qui vient se présenter dans la surface et Paqueta, C'est il se vrai, mais il projette part parfois énormément, de hein. plus bas, t'as raison, t'as raison. Mais c'est vrai qu'il y va aussi. Et donc, ils ont une qualité, malgré tout, en contre, qui est variée, parce qu'elle peut se déployer de gauche à droite, parce que tu peux aller Ah bah, chercher ouais. Rafinha, même si Rafinha a un peu plus de déchets, je trouve, dans le dernier geste et dans ses choix. Euh, mais tu peux aller chercher Rafinha, tu peux aller chercher Vinicius, tu as Richarlison qui est sur tout le fond de l'attaque. Tu vois, non seulement ils défendent bien, mais en contre-attaque, ils font très peur. Donc, tu te dis, Après, moi, elle est où elle peut être où leur faille, après, Raph? il y a un truc qui m'interroge, c'est que dans leur parcours, si ils arrivent à passer la Croatie, ils n'auront pas fait avant la demi-finale un match contre une équipe capable de leur répondre, tu vois.
sur Mm. l'entièreté et ça, c'est le seul doute qu'on a, parce que d'autres équipes ont joué Mm. des équipes embêtantes, tu vois. Mais là, la France, par exemple, France-Angleterre, tu sais que celui qui va passer aura des réponses sur ce qu'il est capable de faire. Mm. Si c'est Espagne-Portugal, ce sera pareil. Si c'est Pays-Bas-Argentine, ce sera pareil. Là, Brésil-Croatie, Mm. on va parler de la Croatie, quand tu vois ce qu'a proposé la Croatie, tu dis ouais, le Brésil doit Mm. passer et l'écart c'est +2 ou +3 en termes de qualité. Donc ils vont arriver en Mm. demi-finale peut-être sans référence contre une top équipe. Moi, c'est le seul truc qui m'interroge. Après, Il croise j'ai avec moins, Pays-Bas-Argentine ensuite en demi. ouais, c'est Voilà. ça. Mm. Oui, mais c'est quand même Euh, un parcours, c'est la voie royale, hein, pour le Brésil. Moi l'autre réserve que j'ai par rapport au Brésil, c'est l'aspect émotionnel. C'est-à-dire qu'on sait que c'est hyper important pour le Brésil. Et là, il y a à la fois le manque d'opposition pour l'instant, et puis l'actualité autour de Pelé. Je veux dire, si il se passe quelque chose avec Pelé, on peut imaginer que là, ils vont être en mission plus que jamais, et ça peut se retourner contre eux. Là, il y a une forme de légèreté dans tout ce qu'ils font, de sérieux, mais aussi de légèreté, qui peuvent perdre à cause de l'aspect émotionnel, et puis aussi parce que si à un moment ça commence à moins bien se passer, on ne sait pas comment ils sont capables de répondre en fait. On ne sait pas encore, Bah, on sait pas. Et s'ils prennent un but contre l'Argentine, par exemple, en demi-finale, là, je ne suis pas sûr qu'ils aient les armes mentales pour s'en sortir, en fait. mais Neymar est l'incarnation de ça en plus, un peu, Régis, dans les gros matchs. Il a Exactement, toujours eu ce exactement. point de bascule où parfois il peut être exceptionnel et puis il peut prendre un rouge et il peut Mm, craquer et il peut s'enfermer dans mm, des plans individuels. Euh, mm. et finalement, l'équipe ressemble beaucoup à lui, tu vois. Ah bah, de toute façon, malgré toutes ses qualités, c'est aussi un de ses défauts, c'est qu'elle est quand même dépendante de Neymar, alors qu'elle a des joueurs de grande qualité à tous les niveaux et que tactiquement, elle est hyper aboutie. Une question, Régis, par rapport à Tite. Tu parlais un peu de la légèreté aussi qui se dégage de ce groupe, même si il est très sérieux. Est-ce que Tite, parce que alors certes, c'est pas une question tactique, mais je pense que c'est important dans la manière dont le coach fait corps avec ses joueurs aussi. Est-ce qu'il a dû un peu se restreindre dans sa volonté de discipline? Tu vois, est-ce qu'il a compris un peu qu'il fallait peut-être laisser passer certaines choses, faire, comment dire, faire passer une attitude plus légère? On l'a même vu danser sur le troisième but, on l'a vu danser avec Richarlison. Est-ce qu'il a dû adapter sa manière toi qui les as suivis en 2018, est-ce qu'il a adapté sa manière de gérer ce groupe, de lui parler et le type d'exigence qu'il avait? Je pense qu'il n'a pas énormément évolué à ce niveau-là. Il était pas rigide complètement en 2018. La différence aussi par rapport à 2018, on en revient toujours là, c'est Neymar. 2018, c'est une tragicomédie ce qui se passe avec Neymar. C'est son histoire de pied qui va pas. Il se blesse à un entraînement. On a l'impression que c'est un drame national. Enfin, d'un coup, je me souviens dans la salle de presse, le pauvre directeur de presse qui arrive pour essayer de rassurer tout le monde. Enfin, on avait l'impression que c'était un drame national. Et du coup, ils ont passé c'était un peu comme l'équipe de France en 2002 avec la cuisse de Zidane. Ça a complètement perturbé la Coupe du Monde de A à Z. Et puis, il avait, je pense, un groupe beaucoup moins mature en 2018. Là, on sent qu'il a un groupe mature. Casemiro, il a encore 4 ans de plus, il était déjà très fort. Pareil, 2018, la suspension de Casemiro en quart de finale, elle change tout. Hein. Si Casemiro, je reste persuadé que si Casemiro joue le quart de finale, le Brésil va plus loin et peut-être gagne la Coupe du Monde. Attention, hein, ça joue à peu de choses. Mais je trouve que c'est surtout que son groupe est plus mature. Il a un groupe tout simplement de meilleure qualité. Aujourd'hui, effectivement, on peut considérer que les latéraux, c'est un peu moins fort, mais il n'a pas de poste faible dans le Brésil. Et il y a plusieurs postes où il a les meilleurs joueurs du monde. Alisson dans le but, la défense centrale, c'est très fort. Casemiro dans son registre, il y a quand même un peu d'équivalent. Neymar, voilà, c'est quand même Ouais. beaucoup de qualité et des remplaçants de qualité. Donc, mais c'est quelqu'un de très détendu. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis allé voir un match en début de compétition et en sortant du stade, je vois au loin quelqu'un qui marche un peu en boitillant. Je me dis, ah, mais c'est Ricardo. Donc, je me dis, je vais le saluer parce que je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, je ne l'ai jamais vu. Je vais voir Ricardo et en fait, il était avec Tite. Il sortait du match. Tite était venu observer le match et il sortait totalement incognito du stade. Personne ne le reconnaissait. Et on a discuté 2 minutes, ouais, comment ça va? Il m'a donné rendez-vous pour France-Brésil en finale. Voilà, enfin, détendu. Tite, il est quand même détendu. Aussi parce que le contexte est assez simple. Il est au Qatar, il sort d'un stade, personne ne le reconnaît parce qu'il y a très peu de Brésiliens.
Donc c'est aussi un contexte qui est sans doute moins pesant pour le Brésil en général. Il y a pas toute cette colonie de supporters brésiliens derrière avec toute la pression que ça met indirectement. Et je pense aussi que ça peut jouer sur le long terme. Et sur un France-Brésil, Dan, ce qui serait marrant, c'est qu'on a parlé de Walker dans le débrief d'hier, mais Militao est un des rares joueurs qui peut aussi, Ouais. Mm. pas rivaliser totalement, mais qui peut limiter l'impact de Mbappé. Et il y en Mm. a peu dans Oui, cette compétition qui par en sa sont capables. qualité individuelle et par sa position. Il a les deux, un peu comme En Walker en plus, fait. ouais, ouais, ouais. Oui, et puis il va tellement vite Mm. aussi, tu vois, c'est un des centraux les plus rapides du monde, Militao, donc il Mm. peut Ouais. un peu répondre sur ce que propose Mbappé. Mais pour ça, il faudra franchir l'obstacle de Oui, l'organisation défensive des Pays-Bas pour le Brésil et des et Croates son très déjà, et des singulier Luis Croates. Van Gaal. Bon, d'abord, il y aura les Croates, évidemment. On se projette, mais d'abord, il y aura les Croates qui, une fois encore, sont passés au tir au but. Et avec Mitoma, Minamino, Yoshida qui ratent leur tir au but, enfin plutôt 3 arrêts de Livakovic. C'était un match intéressant. On a vu le Japon, Raphaël, on a vu le Japon bien démarrer son match, pas de façon passive, contrairement Hmm. à ce qu'on avait pu voir contre l'Allemagne, contre l'Espagne. À quel point ça a perturbé le sélectionneur qui n'a pas pu faire ses switches habituels à la mi-temps et redonner une impulsion et changer le visage de son équipe. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Raph? Euh, est-ce que, est-ce que la qualif de la Croatie, te paraît logique? Et est-ce qu'on a vu le match, surtout, est-ce qu'on a vu le match qu'on attendait? C'est-à-dire, on était curieux de voir les phases de pressing du Japon face à la qualité technique de la Croatie. Est-ce qu'on a vu le match auquel on s'attendait? Je pense qu'on a vu un match entre deux équipes sensiblement du même niveau et qui en plus étaient très différentes. On a vu déjà le Japon, tu l'as dit, être moins passif que d'habitude. Alors ils n'ont pas tout le temps pressé haut, hein, c'est des séquences où ils pressaient un peu haut, ils ont eu quelques idées, on en parlera après je pense avec le tableau pour montrer comment le Japon a pressé. Mais je les ai trouvés bien meilleurs avec ballon que sur les matchs précédents, sur la première période où ils avaient à chaque fois rendu les ballons très vite et pas osé s'en servir et contre-attaquer. Alors là, ils ont pu avoir plus de temps aussi. La Croatie a pressé moins fort que l'Espagne et l'Allemagne. Et on les a vus aller de droite à gauche, renverser, trouver Ito en 1 contre 1 contre Barisic, rejouer à l'intérieur, aller chercher à l'opposé, combiner dans des petits espaces parce que Modric, Brozovic et Kovacic ont fait une première période, je trouve, atroce défensivement où ils étaient complètement inactifs sur le porteur. Donc vraiment, c'était une belle première période du Japon. Donc le 1-0, je trouve à la pause, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, Dan, mais le 1-0 à la pause, je l'ai trouvé assez logique. Ce qui est malheureux, c'est qu'il concède Ah non, en alors deuxième c'est sur marrant parce la. que je suis pas si d'accord parce que j'ai trouvé que la Croatie avait mis un certain temps avant de s'adapter, mais au final avait trouvé des méthodes pour se créer deux trois vraies occasions, alors qu'ils dégageaient pas un contrôle sur la rencontre, mais ils ont deux trois fois ils sont allés chercher directement la profondeur par Gvardiol, par des petits coups de patte de Modric, et au final il y a 3 tirs à 3 à la mi-temps, donc assez peu de frappes, Ouais, mais tu vois, mais je à trouve part pas que le Perisic, Japon. il y avait aucun joueur menaçant, je trouve, côté croate. Ça, Et c'est vrai. Après, on peut parler individuellement, notamment devant. Petkovic, il a un ballon en profondeur où il a beaucoup d'avance. En fait, il n'arrive même pas à enchaîner avec sa conduite et il est assez lent pour enchaîner. Et effectivement, il pouvait menacer la profondeur directement. Ils avaient les pieds pour ça, mais ils n'avaient pas forcément les cibles, à part Perisic. Mais je ne trouve pas qu'il mérite forcément d'être mené à la mi-temps par rapport au contenu. moi, je les Régis. ai trouvés. Ouais, vas-y, excuse-moi, Régis, vas-y. Bah, c'est un match que j'ai moins regardé parce que je l'ai regardé à la télévision depuis le centre de presse et j'étais un petit peu accaparé par l'actualité portugaise à ce moment-là. Mais j'ai trouvé notamment en deuxième mi-temps, pour le coup, que le Japon était toujours dans. C'est une équipe que j'aime beaucoup parce que c'est une équipe qui est à la fois collective, il y a beaucoup de mouvements, mais aussi il y a du jeu direct. Ça, c'est très vertical et j'aime bien ce côté non ronronnant du foot. Mais par contre, j'ai trouvé qu'ils se sont un peu perdus là-dedans en deuxième mi-temps. Il y avait beaucoup d'erreurs techniques en deuxième mi-temps, des passes qui n'arrivaient pas. Et pour le coup, ça a ressemblé, sans le pressing,
sans le pressing espagnol, un peu à ce qui se passait contre l'Espagne, où ils arrivaient moins à enchaîner 4, 5, 6 passes et à vraiment être dangereux. J'ai trouvé qu'ils ont un petit peu, tactiquement, j'ai l'impression qu'ils ont un peu perdu les pédales en deuxième période. C'était mon ressenti depuis la salle de presse. D'ailleurs, ils concèdent davantage, Raphaël. Mm. Ouais, non, mais en deuxième, ouais, ils ont un peu souffert. Mais tu vois, sur la première, ils se créent plus que la Croatie et ils se créent 3 grosses occasions. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé sur leur première période. Donc, il y a le but de Maeda. Et il y a 2 grosses autres occasions que le Japon peut mettre en première période, qu'il ne met pas, tu vois, mais Avec qui résultent. Kamada, le crochet de Ouais, Kamada après une combinaison. c'est ça. Et tu vois, des occasions qui résultent vraiment d'un style de jeu assumé, de séquences où c'est maîtrisé. On les a vus avoir le ballon sur des longues séquences, parfois en première période. La Croatie a un peu subi parce qu'ils n'arrivaient pas à relancer le pressing de leur propre camp, tu vois, les Croates. C'est-à-dire que ça circulait de droite à gauche chez les Japonais et le trio Brozovic, Modric, Kovacic n'arrivait pas à défendre en avançant. Donc ils étaient un peu obligés d'attendre que le Japon finalement tente une passe risquée vers la surface pour récupérer le ballon. Et c'est là que Gvardiol a été bon sur certaines séquences, mais a été en difficulté sur d'autres, notamment sur les centres d'Ito de la droite, où le Ito Barisic sur la première période, ça pouvait donner 2-3 buts parce qu'il y avait une grosse domination d'Ito et il a claqué son centre que le stade de Reims connaît bien maintenant. Un petit centre enroulé comme ça qui passe devant entre le gardien et les défenseurs, là, qui passe devant le premier poteau, qui arrive au deuxième. C'est très très difficile de stopper. C'est comme ça que le Japon a une grosse occasion à un moment où Gvardiol et Lovren se font avoir. Et non, j'ai vraiment. C'est malheureux parce que le Japon sort sur le match où je trouve qu'ils ont le plan de départ le plus clair et le plus réussi. Alors, Et peut-être le seul. est-ce que justement, Raph, est-ce que justement, quand on voit ce match-là, est-ce qu'on ne regarde pas différemment les plans en 2 temps du premier tour? Parce que, est-ce qu'on peut se poser la question de la durabilité des plans de jeu du Japon? Je ne sais pas si c'est Ouais, une mais question physique, une question de concentration, après, ou à la est-ce que mi-temps tu contre penses que non, c'est juste que, bon, après la Croatie a repris un peu le dessus. le truc, c'est que j'entends ce que tu dis, mais c'est qu'à la mi-temps contre l'Allemagne ou contre l'Espagne, ils peuvent être menés de 2 buts, tu vois, ou de 3. Donc, est-ce que tu préfères pas quand même cette première période-là où tu es à la hauteur? C'est pas les mêmes équipes en face, hein, j'entends bien, mais Non, c'est non, peut-être mais le bien sûr, premier. mais ce que je veux dire, c'est on s'est demandé pendant tout le premier tour que faisait le sélectionneur, c'est-à-dire parce qu'on était parfois interloqué par les compos, les plans de départ qui marchaient pas en fait, qui devaient changer. Alors il avait effectivement pour le coup, il prenait la responsabilité de changer. Il restait pas dans un plan qui fonctionnait pas, mais on s'est posé la question sur ce premier tour-là. Pourquoi le Japon faisait comme ça? Pourquoi le Japon avait un visage aussi différent d'une mi-temps à l'autre, des plans aussi différents, un visage très passif puis très agressif? Et donc, vu que je cherche toujours l'explication, quand je vois ce match-là, où ils m'ont paru un peu comme essoufflés, mais pas physiquement, plutôt comme s'ils étaient essoufflés mentalement en fait, et ou techniquement presque. Je me suis dit, est-ce que le sélectionneur japonais n'est pas conscient de ça? Et en fait, il a essayé de jouer avec ça sur chaque match. Après, j'ai l'impression que c'est aussi le premier match où son coaching ne rend pas le Japon meilleur, tu vois. Par exemple, la sortie de Kamada, elle m'a surprise. Moi, elle m'a surpris, je ne suis pas une femme. Elle m'a surpris la sortie de Kamada, parce que je trouvais que techniquement, c'était de loin celui qui était le plus à l'aise pour punir la Croatie entre les lignes dans ces espaces-là où Modric, Kovacic, Brozovic avaient du mal. Et il sort à la 75e, remplacé par Sakai. Du coup, Ito remonte et joue côté gauche avec Mitoma. Alors que j'avais l'impression qu'Ito était cramé. Ça, il y a quelques changements comme ça. Tu vois, depuis le début de la compète, à chaque fois que les Japonais entraient sur le terrain, ils apportaient à leur équipe. Et là, je cite les entrants, Mitoma, Asano, Sakai, Minamino et Tanaka. Alors Mitoma a fait quelques bons passages où il fait des différences, mais est-ce que les autres ont apporté? J'ai trouvé que Dohan avait fait un bon match. Il sort, il est remplacé par Minamino. Ouais, j'ai l'impression que là, ça a pêché par rapport au match précédent. Ouais. On nous dit que Gvardiol, tu parlais de parfois la difficulté de Gvardiol à gérer les centres, même si avec ballon, je trouve qu'il a fait un excellent match et dans l'anticipation aussi sur Dohan. Nabil nous dit il a difficilement géré la pression d'être dans l'équipe type du salon tactique. Parce que oui, Ah oui, Régis, bah oui. Gvardiol était dans notre équipe type du premier tour. En charnière avec Koulibaly, il y a eu de longs débats sur cette charnière. Saïs, Thiago Silva, et ça a fini sur Koulibaly, Gvardiol. Et Ouais, un des deux toi au qui étais moins au est stade, passé. Régis, toi qui étais au stade, quels sont les joueurs que t'aurais mis? Tiens, on en profite, t'es là pour. Qui t'aurais mis absolument Ah, dans ton quels équipe sont type les... du premier tour? Du premier Non, tour, hein. mais alors,
Pour le coup, Gvardiol, je l'avais pas vu jouer, mais tout le monde m'en a parlé, donc effectivement, j'avais pas de doute sur le fait qu'il y était. Après, sur Thiago Silva, j'ai toujours cette réserve de savoir contre qui il a joué, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas non plus une opposition de dingue, quoi. Donc, mais ouais, j'ai bien aimé Koulibaly parce que pour le coup, pour lui, c'est moins facile de défendre une équipe comme le Sénégal, qui a quand même pas toujours l'organisation la plus, je trouve, la plus cohérente, enfin, c'est vraiment assez fort. Et alors pour le coup, ça y est, j'ai oublié son nom, le défenseur polonais qui est en charnière avec Glick, Kivior, je demande à Kivior, revoir. Kivior, ouais. Voilà, Kivior, Kivior. ouais. Je demande à revoir de la Spezia. dans un an ou deux, dans un autre contexte. J'ai trouvé qu'il s'en sortait pas mal vu l'entourage dont il bénéficiait sur cette Coupe du Monde. Je pense que celui-là, ça peut être Ouais, pas mal effectivement. dans un très bon club de Ligue 1. Effectivement. Raphaël, est-ce que tu nous fais un petit point tableau sur, Ouais, je voulais faire un petit sur point les tableau pour Japonais? montrer comment le Japon a pressé. Et après, on montrera peut-être comment le Japon s'est sorti de la pression croate. Surtout sur la première période, parce que la deuxième période, je commençais à préparer ma séance au Red Star, donc j'étais un peu moins attentif. Mais donc là, les Croates sont en rouge, les Japonais sont en bleu. Recentre un Euh, peu le tableau. ouais, pardon, je vais le recentrer comme ça. En plus, je suis en miroir, donc je suis un peu perdu. Voilà, les Croates sont en rouge. Et ce qui était bien de la part des Japonais, c'est qu'ils n'étaient pas juste en fait à coulisser, hop, passe vers l'arrière, on se replace, on sort, on se replace. Ils avaient un plan, c'était qu'à partir du moment où le ballon allait d'un central à l'autre, je pense que Dan, tu l'as remarqué aussi, c'est l'ailier à l'opposé qui sortait Mm, pour venir un peu forcer la passe retour vers ce mm, côté-là fermé. Et là, du coup, tu étais en 3 contre 3. Et tu avais tes deux joueurs-là mm. qui devaient gérer Brozovic, Modric et Kovacic. Alors d'ailleurs, tu avais tes trois centraux, parce que le Japon a démarré à 5 encore derrière. Mais avec Ito, piston Oui, droit. et ce que tu montres, Raphaël, juste, je poursuis ce que tu dis. C'est intéressant parce que souvent, quand on parle de pressing, on dit ah, il faut aller chercher en 1 contre 1, etc. Mais là, c'est aussi une manière de créer des 1 contre 1, mais sur une zone restreinte, Ouais, ouais, et c'est-à-dire sans. Et donc, ça permet de garder une sécurité derrière tout en pressant en 1 contre 1. Parce que bah, si tu presses en 1 contre 1 normalement, tu restes en 1 contre 1 derrière en fait. Sauf ouais. que là, tu fais en sorte que l'adversaire soit un peu enfermé, quitte à en laisser. Alors l'arrière gauche est libre, justement. L'arrière gauche est libre, mais ils ont fait en sorte d'enfermer la Croatie pour qu'elle ne puisse pas sortir vers ce joueur libre et donc garder une sécurité derrière. Vas-y, pardon. Et c'est ce que dit Klopp tout le temps, et Linders aussi, son agent, quand il parle de la façon de presser de Liverpool, c'est qu'en fait, des joueurs doivent défendre deux joueurs. Ils doivent défendre entre deux joueurs. Et Mané, Firmino et Salah, à la grande époque de Liverpool, c'était pareil. Ils devaient défendre entre deux joueurs et savoir quand venir fermer pour sortir de ce 1 contre 1 permanent que l'OM fait, que l'Atalanta fait, que d'autres équipes font, hein, qui a un autre choix, qui peut être assumé et qui peut marcher. Ce qui m'a intéressé du côté japonais, on va changer les joueurs de couleur, c'est comment ils ont cherché à sortir le ballon. Parce qu'ils avaient eu du mal sur les matchs précédents, quand même, contre l'Espagne et l'Allemagne, à sortir de ces grandes équipes. Donc la Croatie était en 4-1-4-1 défensivement, c'est toujours le cas quand ils jouent de toute façon, parce qu'ils ont leur triangle au milieu, Brozovic, Kovacic, Modric. Et la Croatie, elle, était un peu plus dans l'idée de coulisser, venir sur les côtés, fermer, etc. Donc tu avais lui qui sortait là et lui qui venait fermer un peu là. Et tu avais deux milieux japonais. Donc lui sortait sur ce milieu, mais lui pouvait emmener cet adversaire-là, et c'est lui qui venait, et je pense que tu as remarqué Dan, à chaque fois tu avais une passe intérieure du piston pour aller là, et ce qui se passait derrière, c'était renversement vers Ito qui montait là, et qui finissait en 1 contre 1 contre Barisic, je vais le rajouter. Et là, il pouvait à nouveau rejouer à l'intérieur, parce que la Croatie avait beaucoup de mal à coulisser avec juste sa ligne de 3 d'attaquants et sa ligne de 3 au Et en milieu. plus, tu avais Et, Dohan, près de Ito, Dohan qui venait rôder aussi. Donc, il pouvait se rendre disponible sur des petits décrochages. À ce moment-là, et même si Gvardiol était attentif, parfois c'était difficile aussi de gérer en plus à la fois le Ito en 1 contre 1 avec l'arrière gauche et Dohan qui venait plus à l'intérieur se proposer, parfois être le relais en fait de ce renversement. tu vois, et c'est pour ça que je trouve que le 1-0 à la mi-temps est plutôt logique, parce que je trouve que le Japon est plus fort sur ce qu'il veut faire que la Croatie sur la première période. Même si les occasions, il n'y a pas un écart énorme. Tu vois. Bah bon, après, il faut parler des coups de pied arrêtés. Et là, il va falloir que Dan, tu interviennes, parce que les coups de pied arrêtés japonais en première période, ça a été très créatif. Je crois que les 4-5 premiers coups de pied arrêtés qui tentent, il n'y en a pas un qui est tiré de manière classique. Ben, en fait, alors, on va décevoir du monde parce que vu que Zach n'est pas là, on ne peut pas vous faire les captures en plein Ouais. écran. Mais quand même un petit mot. euh,
vous pouvez souvent voir quand vous regardez un match, vous-même être exaspéré par une équipe qui joue un corner de façon courte ou en 2 temps, un coup de pied arrêté en 2 temps, parce qu'on a souvent l'impression que envoyer le ballon dans la surface, c'est plus de danger. Mais le Japon nous montre le contraire et nous montre surtout qu'en fait, la tactique sur coup de pied arrêté, elle dépend aussi, comme dans le jeu, elle dépend de la qualité de tes joueurs. Et quand tu es le Japon et que ta qualité, c'est le dynamisme, la mobilité, ton intérêt sur les corners, qui sont une phase arrêtée, si tu es le Japon, ton intérêt, c'est de remettre de la mobilité en fait, sur cette phase. Et l'une des manières de remettre de la mobilité, donc de revenir sur ton registre préférentiel, c'est de jouer court, de faire des combinaisons, d'essayer comment dire, de créer du mouvement et du trouble dans la défense adverse, parce que si tu joues directement dans la boîte, tu estimes que tu as moins de chances en fait de, de gagner le ballon. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sur ton registre. Et donc, quand on juge la manière de jouer les corners d'une équipe, il faut toujours se demander quelles sont les qualités de ses joueurs, quelles qualités elle veut mettre en avant. Et il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que vous avez vu, là, c'est un coup de pied arrêté joué en 2 temps, et ils l'ont essayé plusieurs fois. Leur but, le but du Japon, il avait essayé plusieurs fois auparavant. Et donc, ça a fonctionné. Alors évidemment, hein, il y a de la réussite aussi, etc. Mais voilà, c'est juste un point. On n'aura pas le détail des images. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est juste, si la prochaine fois que vous voyez un match et que votre pote s'exaspère parce qu'un corner est joué court, vous pourrez lui parler du Japon. Il y a d'autres équipes aussi qui font ça. Ah, mais c'était vraiment bien, je trouve, ce qu'ils ont fait sur les coups de pied arrêtés, parce qu'ils ont peu de joueurs finalement capables d'attaquer des Mm. ballons et d'ailleurs dans les airs, on l'a vu, c'est Perisic qui prend le dessus sur une défense centrale pourtant, au départ taillé pour gérer ces ballons-là et qui claque une super tête. Mm. Parce que Perisic en Coupe du monde est un joueur différent. Mais Encore non, non, décisif. vraiment, non, mais ils ont vraiment fait une première période complète, le Japon, et c'est quand même satisfaisant. Après, je sais pas si tu as vu les tirs au but, Régis? Non, j'étais parti au moment du tir au but. Je J'étais les, parti vers le stade du Brésil. je les ai Mais là, rattrapés, Dan, mais c'est. là, c'était vraiment sur le plan technique, mais des deux côtés. Alors, on va peut-être regretter le trop-plein de pénaltys frappés avec des feintes, des changements de pied, où tu sais pas, finalement, parfois tu doutes même quel pied il va frapper. Mais là, sur le plan technique, il y a eu. Mais je crois qu'il n'y a pas un tir au but où tu es vraiment convaincu par ce qui est fait. Je ne sais pas ce que tu as vu, Dan, toi, sur cette séance de tir au Oui, but. oui, c'est très Mais compliqué, à on part risque d'en avoir Brozovic qui d'autres. tire plein centre. Voilà, on risque d'en avoir d'autres, donc c'est intéressant d'observer finement les tirs au but, parce que c'est vrai que tout le monde s'inspire maintenant de Neymar, de Jorginho, et Neymar en a encore frappé un qui, je pense, du stade devait être aussi paralysant, quoi, le penalty qu'il met. Je sais, Régis, mais tout le monde essaie de Non, l'imiter, et mais c'est quand lui, même très dur à faire. voilà. Ben, bien sûr, ça, c'est réservé aux joueurs déjà qui en tirent souvent. Parce qu'au-delà de la technique, j'imagine qu'il y a plein de joueurs qui arrivent à l'entraînement à faire ce que fait Neymar. Mais entre le faire et le réaliser en match, avec toute la pression qui est autour, c'est totalement différent. Je veux dire, on peut être parfaitement coordonné à l'entraînement et pas l'être du tout, hein, et pas l'être du tout en match sous l'effet de la pression. Et là, il suffit effectivement quand on fait le petit saut de cabri de Bruno Fernandes ou de Neymar, évidemment que si on perd un tout petit peu de coordination, ça finit très très mal, quoi. Et puis surtout, il faut aussi beaucoup d'assurance parce que Neymar, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il laisse partir le gardien hein, avant de frapper, quoi. Là au stade, c'était Ouais, clair, quoi. Le gardien était déjà parti, quoi, quand il a frappé. et la course d'élan est très lente, c'est limite une marche. Il marche Ouais, jusqu'au ballon, ouais, ouais. il fixe le gardien du début à la fin de sa marche d'élan, on va dire marche d'élan, alors que d'autres joueurs essayent de faire la petite feinte, le saut, mais ils regardent le ballon, ils n'arrivent plus à regarder le gardien. Là, c'est Petkovic, tu vois, par exemple, Dan, qui frappe sur le poteau, et le gardien part du bon côté, mais en fait, il n'y Non, a, c'est il y a pas de feinte Livaya, dans je sa crois. course. Ah, Livaya, pardon, il n'y a pas de feinte dans sa course, il sautille, mais il n'y a pas il y a rien qui trompe Mhm. le gardien. Et là, Neymar, on l'a vu, le gardien coréen, il est parti à gauche, puis il est revenu au milieu, puis il a fini en fait, sur ses mains Il est parce qu'il ne perdu. savait pas. Et ça, c'est vraiment Faber, impressionnant. dans le chat, la règle sur la course du tireur, c'est qu'il ne faut pas qu'il s'arrête complètement. Donc il y a toujours une espèce de marge qui favorise un peu le tireur, qui peut quasiment être à l'arrêt, mais tant qu'il est encore en mouvement, ça passe. Messieurs, Qui favorise même avant qu'on beaucoup le bascule. tireur. Ouais, exactement. En plus, il y a la règle du pied sur la ligne pour le gardien. Avant qu'on bascule sur le Portugal, qu'est-ce qu'on peut imaginer du quart qui arrive
entre le Brésil et la Croatie. Ce sera le 9 décembre, donc vendredi prochain à 16h. Ce sera le premier quart de finale. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme configuration de match, Régis? Je pense que le Brésil ne voudra surtout pas changer ce qu'il a fait depuis le début, donc mettre du rythme, et que tout l'enjeu pour les Croates, ça va être de réussir à cacher le ballon de temps en temps grâce à leur fameux milieu, de réussir un peu à endormir en fait le jeu, à geler le ballon. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas d'autre solution pour eux. Et puis à lancer effectivement deux trois coups grâce à Perisic et un autre. Mais si le Brésil arrive à mettre le rythme qu'il a mis aujourd'hui contre la Corée, je pense que la Croatie n'a aucune chance, effectivement. Non, je Raphaël. suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Régis, parce que la question du rythme va être très importante. On a vu là que la Croatie, en première période, Modric, Brozovic, Kovacic, ils ont eu du mal quand même à tenir le rythme japonais, la circulation de balles rapide, les transitions. Et là, si tu laisses des espaces, que tu joues dans un match un peu de but à but, avec les joueurs brésiliens dont on a parlé, Paqueta, les deux ailiers, Neymar, je pense que Richarlison qui peut aussi partir dans la profondeur, ça va aller trop vite. Gvardiol ne peut pas non plus tu vois, couvrir tout le monde. Et là, on l'a vu, le reste de la ligne défensive croate, les deux latéraux, c'est très très moyen défensivement, hein. Alors, C'est Sosa très n'était pas moyen. titulaire, hein, Ouais, il c'était était blessé, je c'était crois, son c'est remplaçant. ça. Ouais. Ouais. Ou malade, je sais pas s'il était blessé ou malade, mais il pouvait pas tenir sa place. Mais Barisic, c'est très compliqué. Rafinha peut, je pense, le déborder sans même dribbler. Et Vinicius, de l'autre côté, contre Juranovic, ça tiendra pas longtemps. Donc il va falloir que défensivement, les ailiers viennent aider, parce que sinon, ça va y avoir trop de différences trop vite. Mais justement, si les ailiers viennent aider, qu'est-ce qui te reste après pour sortir? Si Perisic part de très bas, qu'est-ce qui te reste pour sortir? Quelle clé tu Allez, peux avoir? Est-ce que mm, vous imaginez plutôt un changement de système? Quelle peut être la clé pour la Croatie bah, c'est la pour résistance à la espérer faire pression quelque des chose? trois milieux. C'est la résistance à la pression des trois milieux. Tu vois, si Modric, Kovacic et Brozovic, ils arrivent à un peu casser le pressing brésilien parce qu'ils le conservent au jeu, ils combinent, ils font deux, trois passes les uns avec les autres, et d'un coup, le Brésil se replie, s'organise. Là, tu pourras commencer à jouer. Mais comme l'a dit Régis, je pense que là, le contre-pressing brésilien, s'ils arrivent à s'insérer dans le camp adverse, ils vont y aller, tu vois. Paqueta, Casemiro, ça va courir, hein. Et je pense que Neymar va devoir s'y mettre aussi, parce que c'est une zone où c'est important qu'il participe. Sinon, c'est là que la Croatie va être forte. Ouais. Les amis sur le chat, je vous rappelle que ce soir, Zach n'est pas là, comme vous pouvez le constater, mais pas d'inquiétude, il revient demain. Et nous avons la chance d'avoir Régis Dupont avec nous. Régis Dupont qui est l'un des envoyés spéciaux de l'équipe au Qatar et qui est le grand spécialiste mondial, j'oserais dire, du Portugal. Et donc Régis, on a vécu une conférence de presse, ma foi, plutôt intéressante aujourd'hui de Fernando Santos. Je ne prononce pas à la portugaise, hein, je te Non, mais laisserai c'est le bien, soin de le Fernando faire. Santos, c'est ça. Euh, et donc, Fernando Santos a exprimé son mécontentement, en quelques mots de mécontentement, en réaction à l'attitude de Cristiano Ronaldo, qui était un peu en colère au moment de son changement contre la Corée. Alors, juste après le match, il avait dit, je crois, non, mais c'est rien. Il avait essayé un peu d'évacuer. Il avait dit, non, mais Ronaldo était énervé contre un Coréen, pardon. Là, il a changé de discours. Est-ce que euh, cette histoire peut devenir un bon prétexte pour lui, pour le sélectionneur, pour sortir Ronaldo du 11 ou à défaut pour au moins le sortir un peu plus tôt dans le match? Ah bah c'est clairement une façon en tout cas, de marquer une rupture. C'est-à-dire qu'il aurait pu rester dans la posture du mensonge, même si, comme il l'a dit lui-même, pour lui, c'était pas un mensonge. En fait, il n'avait pas vu que Ronaldo, dans son dos, était en train de prononcer quelques mots que les Portugais connaissent bien, qui sont pas très très sympathiques, quelques grossièretés. Et donc, il a vu effectivement plus tard que ça s'adressait à lui. Donc, il aurait pu très bien dire ouais, mais non, ça s'adressait aux Coréens. Malheureusement, ce serait sans doute passé. En tout cas, on serait passé à autre chose. Là, il a voulu marquer le coup. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une, qu'il pouvait se le permettre. Donc ça veut dire que l'équilibre du vestiaire a changé. Qu'aujourd'hui, le cœur du réacteur, c'est plus Ronaldo. Aujourd'hui, le cœur du réacteur, c'est Bruno Fernandes, Bernardo Silva, et puis par rapport à son importance, je dirais, internationale, Ruben Dias derrière. Voilà, c'est les trois piliers de demain. Donc c'est eux aujourd'hui qui ont, pas toutes les clés, mais qui ont pris une partie des clés en tout cas. Et donc, quelque part, il était obligé de marquer le coup.
Sinon, en fait, avant, il n'avait pas le choix. Il gardait Ronaldo. C'était Ronaldo la star. On jouait pour Ronaldo. Là, aujourd'hui, s'il veut gagner avec le Portugal, il ne peut pas jouer que pour Ronaldo parce que les autres ne vont pas l'accepter. Et les autres voient bien que Ronaldo, aujourd'hui, ce n'est plus le Ronaldo d'hier. Donc, l'équilibre du vestiaire, il a été obligé d'en tenir compte. Et quelque part, il dit à Ronaldo, bah voilà, les passes droits, c'est fini. Même s'il y Est-ce en a qu'il y a une toujours chance qu'il des sorte du passes 11? droits. A priori, non. Mais comme le dit Fernando Santos, les joueurs n'apprendront la compo que en arrivant au stade. Bon, je pense qu'ils la connaîtront un tout petit peu avant malgré tout. Mais effectivement, selon certaines sources, le Cristiano Ronaldo aurait eu la chasuble des remplaçants lors de l'entraînement d'hier. Je me méfie toujours de ça parce que déjà, selon les exercices, on peut changer de chasuble, ainsi de suite. Donc voilà, tant que je n'ai pas la confirmation personnelle, je ne m'avancerai pas là-dessus. Et je suis pas sûr en plus que ce soit l'intérêt de Fernando Santos de le sortir du 11 de départ. Je pense que l'idée, c'était plutôt de le piquer. Enfin, après, je ne suis pas entraîneur de haut niveau, mais je pense que l'idée, c'est de le piquer et de lui dire, écoute, si tu n'es pas bon, non seulement je te sortirai un peu plus tôt, mais en plus je te prierai de te taire quand tu sors. Donc effectivement, c'est une rupture. Et c'est un pari aussi, évidemment, parce que je rappelle que tous les sélectionneurs qui ont précédé Fernando Santos, enfin les deux derniers, sont partis d'abord parce qu'ils étaient en conflit avec, enfin pas en conflit, mais en tension avec Cristiano Ronaldo. Ouais, on nous dit sur le chat, Dave nous dit, est-ce que c'est pas dommage ou triste d'attendre un événement comme ça pour mettre de côté Ronaldo? Qu'est-ce qui l'en empêchait Mmh. auparavant? Ça, c'est ne pas Mmh. mesurer l'aura, j'imagine, le statut qu'a ce joueur, Mmh. déjà le niveau aussi. Et puis, quand tu es coach, et en plus Fernando Santos, j'imagine qu'ils ont quand même il y a une histoire commune, il y a l'Euro 2016. Tu sors pas un Bien joueur de sûr. cette trempe comme ça. Mmh. Et puis, c'était d'ailleurs au départ le sujet de mon article qui devait paraître demain, qui a changé. C'était qu'il y a, il y a une sorte d'hystérie autour de Ronaldo. Déjà, c'est une icône nationale. Et quand vous allez au stade, là, aujourd'hui au Qatar, il y a beaucoup de supporters qui viennent du sous-continent indien, enfin d'Asie, et ils ont tous le maillot de Ronaldo, et ils viennent tous pour voir Ronaldo. Ils viennent parce que pour eux, ils sont venus à la Coupe du Monde parce que c'était la chance de pouvoir voir une fois dans leur vie Ronaldo dans un stade. Donc c'est un truc assez peu imaginable en fait. Autant en Europe, on a bien conscience que on vit vraiment les derniers mois de Ronaldo, peut-être les dernières semaines de Ronaldo au très haut niveau. Autant en Asie, enfin voilà, pour le reste du monde, en tout cas, c'est un événement extraordinaire de pouvoir voir une dernière fois Ronaldo. Donc ça dépasse le cadre du foot. Alors après, effectivement, Fernando Santos, son problème, c'est quand même de gagner des matchs, hein. Donc Ouais, mais il était est-ce qu'au obligé de l'emmener. Portugal, et parmi les suiveurs de la sélection, il y a un discours qui commence à s'infléchir à propos de Ronaldo, ou est-ce que c'est toujours un joueur qui est, Mmh. par son statut, par son histoire, considéré comme un titulaire indiscutable et indéboulonnable? En fait, il y a deux choses. C'est que déjà, les remplaçants potentiels de Ronaldo, pour l'instant, n'ont pas donné de garantie au plus haut niveau. Les remplaçants potentiels, c'est André Silva, qui n'a jamais été particulièrement brillant avec le Portugal et qui aurait peut-être besoin plutôt de jouer à 2 points de devant pour être meilleur. Et Gonzalo Ramos, qui est quand même très jeune, qui vient d'arriver au haut niveau et qui, pareil, manque certainement un tout petit peu d'envergure aujourd'hui pour prendre la place. Donc déjà, il y a le problème du remplaçant. Sans doute que si Ronaldo ne joue pas, il faut changer un peu de système de jeu. Donc ça pose ce premier problème-là. Et le deuxième, c'est que finalement, ce qui est paradoxal dans l'histoire de Ronaldo sur cette Coupe du Monde, c'est qu'il a commencé la Coupe du Monde en montrant, en donnant des signes de quelqu'un qui est capable de se fondre un peu plus dans le collectif. Il y a son attitude pendant le match, où il est plutôt collectif, hein. Ça reste à l'échelle de Ronaldo, hein. Évidemment, ce sera jamais, je sais pas, Müller en Allemagne ou des choses comme ça. Bon, voilà. Mais il a donné des bons signes. Il y a cette scène à la fin du match où il vient voir Diogo Costa qui a failli faire une bourde monumentale et où il le rebousse et il dit mais non on a gagné, c'est pas grave. Enfin, Souris. et ça c'est une scène voilà, c'est une scène qui rappelle la scène avec Moutinho pendant l'Euro 2016 où il vient le voir et lui dit non toi tu vas tirer le tir au but parce que toi tu les tires bien, viens on croit en toi. Donc on se dit ça y est, c'est un leader, il a compris que quelque part individuellement il n'était plus aussi fort et il va revenir à un truc un peu plus à vraiment un leadership de capitaine. Et puis après il y a ce deuxième match
le but de Bruno Fernandes, dont il revendique plus ou moins la paternité. Déjà, il y a un petit peu, on sent que déjà c'est un peu moins fluide. Et ce troisième, où là, il est titulaire alors que la plupart des autres titulaires offensifs sont remplaçants. On ne sait pas trop pourquoi il joue, sinon par rapport à son statut et sa course au record. Et là, sur ce match-là, il n'est pas bon et on a l'impression qu'il est là uniquement pour continuer à battre ses records individuels. Donc, quelque part, il sort de la démarche collective. Et c'est aussi ça, je pense, qu'a voulu sanctionner Fernando Santos. Et on a parlé, nous, depuis le début de la compétition, de l'identité de ce Portugal, qui était une équipe, à la fois, en as parlé tout à l'heure, offensivement, avec quand même pas mal de liberté d'interprétation pour les joueurs, c'est-à-dire une attaque pas structurée, pas figée, euh, et aussi une équipe avec du Fernando Santos, c'est-à-dire un tempo plutôt calme. On essaye de réduire le nombre d'occasions, d'événements qui se passent dans le match. Et je disais après le match contre l'Uruguay que le quart d'heure, 20 minutes où il a joué un peu plus ouvert contre l'Uruguay, où il fait rentrer Leao, il enlève un milieu, et l'Uruguay a beaucoup d'occasions, je me demandais si ça ne l'avait pas vacciné complètement pour un potentiel changement d'identité. Et donc, est-ce qu'on peut s'attendre à voir de nouveau le Portugal qu'on voit depuis des années avec Fernando Santos, c'est-à-dire un Portugal avec une accumulation de milieu et qui espère faire un match plutôt fermé et qui espère faire la différence sur son propre tempo plutôt réduit? Alors, le problème pour jouer comme jouait le Portugal avant, c'est qu'il faut quand même devant un peu de vitesse. Or, Ronaldo ne l'a plus vraiment. Lors des premiers matchs, on a vu, il y avait très peu d'attaques de la profondeur. C'était quand même un problème pour le Portugal. C'est ce qu'apportait un peu Diogo Jota voilà, sur son aile gauche. Il apportait un peu la profondeur que Ronaldo n'amenait plus. Ça permettait de faire de temps en temps du jeu direct et de porter le danger sans prendre de risques. Là, l'idée avec Joao Félix, c'est comme il explique aujourd'hui, que Joao Félix, grâce entre guillemets à Simeone, aujourd'hui est discipliné, en tout cas plus discipliné défensivement. Il apporte plus d'équilibre défensif, en tout cas c'est ce qu'il trouve. Et surtout plus de variété, effectivement, des déplacements dans les petits espaces, des changements de zone, enfin on dézone en permanence. Mais je trouve que pour l'instant, il n'a pas trouvé cette équipe. C'est-à-dire qu'il est parti quand même sur une idée de jeu plus ambitieuse au niveau de la conservation, alors toujours sur un rythme lent, mais quand même avec une équipe qui est capable de faire beaucoup de passes, vraiment d'avoir une possession bien maîtrisée. Avec Ronaldo, le problème c'est qu'avec Ronaldo c'est quand même un petit peu moins fort, mais quand même ça fonctionne à peu près. Mais en revanche, le problème du Portugal, je trouve, et c'est aussi a priori ce que trouve Fernando Santos, c'est qu'à la perte, parfois, il n'y a pas de sécurité, quoi. Et comme ils n'ont pas les éléments forts défensivement pour rattraper ces coups-là, on a vu que le Portugal, dès que ça perd un tout petit peu son équilibre, c'est compliqué. Alors, je pense quand même, on a beaucoup parlé de Militao, par exemple, avec le Brésil. Je trouve que Dalot peut avoir un peu le rôle de Militao, c'est-à-dire que c'est vraiment un défenseur qui est presque un troisième central en fait, et qui a vraiment ce profil, je défends, et ça apporte un peu de sécurité. Et paradoxalement, il apporte aussi, je trouve, cette percussion offensive qui manque parfois au Portugal, surtout avec l'absence de Nuno Mendes. Donc, tu Il l'imagines apporte à la place cette de Cancelo. capacité. Ah oui, Donc, oui, oui. Je pense on que est là, d'accord. Cancelo à droite, c'est fini. Cancelo à gauche. Et Et Cancelo à gauche, Régis. Guerrero à après, gauche ou Cancelo alors? euh, je pense Cancelo, mais ça peut aussi être Guerrero. Il aime beaucoup Guerrero. Mais je trouve que Guerrero aujourd'hui a trop de manque. Moi personnellement, je le voyais plutôt au milieu en fait. Je me disais qu'il allait peut-être le lancer au milieu sur cette Coupe du Monde pour apporter à la fois un peu de sécurité défensive et puis cette qualité technique et voilà, les qualités que Guerrero peut démontrer à Dortmund par exemple. Mais a priori, voilà, ce sera Cancelo à gauche. Et c'est quasiment une première, hein, parce qu'au Portugal, il a quasiment jamais joué à gauche, seulement en dépannage. Et je trouve que Dalot, effectivement, aujourd'hui, dans le jeu portugais, est beaucoup plus utile que Cancelo. Il avait été très bon en amical. Le premier but contre le Nigeria, qui est très bien amené avec Joao Félix, qui redescend dans le rond central et qui envoie Dalot en débordement, un centre direct. C'est un peu ce qui s'est passé aussi lors du troisième match sur le but. Avec un autre, avec Pep, je crois, qui fait la longue transversale. Il apporte de la percussion du jeu un peu plus direct et une forme de force défensive qui manque au Portugal.
notamment sur les coups de pied arrêtés qui, à mon avis, sont aussi un des points faibles du Portugal. Raphaël, de ce que tu as vu de la Suisse, de ce qu'on en a dit, est-ce que tu lui vois des armes et lesquelles pour embêter le Portugal? Bah, ils ont des armes sur les côtés quand même en termes de qualité de frappe et de percussion. Alors Vargas fait des choix parfois frustrants, mais je pense qu'il peut embêter un latéral. Si c'est Dalot, ce sera en effet plus difficile. Mais Shaqiri dans la zone de Cancelo, s'il y a des oublis de Cancelo au deuxième poteau sur des centres, des ballons en deux temps, comme le but que Shaqiri a marqué lors du match précédent, je pense qu'il y aura des possibilités. Et après, il y aura quand même un gros match au milieu, parce que là, la Suisse s'est organisée avec Freuler, Xhaka et So en 10, qui est quand même plus un profil défensif qu'un profil offensif. Ça rappelle d'ailleurs le rôle d'Adrien Silva à l'Euro 2016, Régis doit s'en rappeler. Adrien Silva qui jouait 10, mais qui en fait était là pour gratter des ballons et embêter le 6 adverse. Et Djibril So a un peu ce rôle-là. Donc, voir ce que la Suisse va être capable de faire. Avec le ballon, ils sont capables de ressortir quelques séquences. Et puis, tu as Rodriguez à gauche et Widmer à droite qui peuvent apporter. Donc, je pense que sur les côtés, la Portugal a beaucoup de questions à se poser. Après, moi, il y avait une question que j'avais envie de poser à Régis parce que je ne suis pas autant l'actualité portugaise vue par les Portugais. C'est comment ils voient le cas de Leao, notamment parce que tu as dit que le Portugal manquait de profondeur et de course et de vitesse, et lui, il règle les trois problèmes. Donc, Voilà. comment est vue sa gestion là-bas? Bah, j'étais persuadé moi aussi que Léao allait commencer la Coupe du Monde comme titulaire. Je pense qu'il y a eu vraiment une bascule au dernier match amical avec le très bon match réalisé par João Félix. Dans un match où Ronaldo n'était pas là d'ailleurs. Le Portugal a fait une très Mais grosse première mi-temps est-ce au que niveau c'est de la pas possible maîtrise. d'avoir les deux? Est-ce que tu peux pas avoir Félix et Leao et Ronaldo, soit Bah, qu'il n'est pas titulaire, ou soit qu'il sort à la 45e ou 60e, tu vois? je pense que c'est l'idée de départ. L'idée de départ, c'est de faire entrer Léao à la 50, 60e si Ronaldo ne peut pas jouer. Le problème, c'est que Léao, depuis le début de cette Coupe du Monde, il a d'abord fait une bonne entrée. Et puis depuis, c'est pas terrible, terrible. Et souvent, quand il entre en jeu avec le Portugal, il n'est pas très performant pour l'instant. Il n'a jamais été très performant. Et il y a ce problème de replacement défensif. C'est-à-dire que si Léao joue en même temps que Ronaldo, ça fait deux joueurs qui sont entre guillemets pas fiables dans le replacement défensif. Et vu le profil des joueurs portugais, pas très puissants, enfin voilà, qui ont besoin quand même d'aide dans les duels, ça fait certainement trop, en tout cas aux yeux de Fernando Santos. Disons que le jeu en vaut pas la chandelle. C'est trop de risques par rapport à ce que ça peut apporter. Et effectivement, Léao, par rapport à ce qu'il réalise en Italie, c'est assez étonnant qu'il ne soit pas titulaire avec le Portugal totalement. Et c'est vraiment Joao Félix en fait qui l'a sorti du 11 de départ. Bon, bah écoutez, demain, le match est à 20h, Portugal-Suisse. Régis, y sera pour l'équipe, évidemment. Allez, avant de vous laisser, demain, 16h, Maroc-Espagne. On a dit l'Espagne qui aime avoir le ballon, le Maroc qui est une des défenses les plus solides de la compétition, mais qui peut parfois avoir du mal à exploiter les contre-attaques. Raphaël, qu'est-ce qu'on attend de ce match-là? Non, mais tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que j'allais dire qu'il y avait cette difficulté-là pour le Maroc, c'est de savoir avec qui contre-attaquer. Parce que là, c'est bien, tu sais comment l'Espagne joue, tu sais comment l'embêter, mais je me demande si le Maroc n'est pas une des équipes de la compète qui a le moins d'armes pour le faire. C'est dommage. Alors, je te propose quelque chose et je te relaisse la parole. Tu vas me parler d'Hakimi. Oui, non, mais surtout, Vaïd, il y a 1 ou 2 ans, parfois utilisait une formule avec Mazraoui arrière droit, Ziyech dans l'axe, avant que Ziyech sorte de l'équipe, et Hakimi en milieu droit, en fait. Parce qu'il disait, effectivement, il constatait le manque de profondeur dans son équipe et dans son effectif, et vu qu'Hakimi l'a lui apporté et qu'en plus il avait Mazraoui comme potentiel arrière droit, il utilisait Hakimi encore plus nettement comme arme dans la profondeur. Est-ce qu'il y a une alternative à ça? Mais Puisque a il y en a priori, il une, ne va pas partir là-dessus, Regragui. il y en a une qui est citée par, je pense que c'est un hommage à Jimmy Durmaz sur le chat là, et Jimmy Durmaz. Il manque quelques voyelles, mais à mon avis c'est ça. C'est Abouklal, l'attaquant de Toulouse, qui, pareil, dans les choix de frappe, les derniers choix, souvent force la frappe, mais qui par contre va vite et aime courir. Parce qu'il y a des joueurs qui vont vite, mais qui n'aiment pas partir dans la profondeur. Lui, il va vite et il aime partir dans la profondeur. Donc c'est une arme. Il a une grosse qualité de frappe aussi. Parfois, il va de trop loin. Mais pourquoi pas. Après, il y a les coups de pied arrêtés. On en avait déjà parlé il y a quelques jours quand on avait fait un peu une preview des huitièmes. On a vu que le Maroc avait beaucoup d'idées sur les coups de pied arrêtés, notamment pour gêner les gardiens adverses. Ça avait bien embêté Courtois. Voir ce qu'ils vont être capables de faire et s'ils vont être capables de se procurer des coups de pied arrêtés.
C'est ça aussi qui va être un enjeu, parce que c'est bien de bosser le coup de pied arrêté, mais si t'as pas de coup de pied arrêté à moins de 40 mètres des buts adverses, et bah, on verra pas ce que tu as bossé. Donc voilà, c'est quand même un huitième assez déséquilibré, mais l'Espagne a eu des tels trous d'air par moment que voilà, si sur 10-15 minutes, le Maroc se crée 2-3 occasions et derrière verrouille tout et hop, on sait pas. Mais il vaut mieux pour le Maroc que ça dure 90 minutes quand même. Je pense que tenir sur 120, tu vois, plus le match va être long et moins ça va être bon pour eux. Régis, tu veux ajouter quelque chose? Non, sur ce match, effectivement, je vois mal le Maroc réussir la surprise. Je pense que s'il y a une surprise demain, ce sera une demi-surprise, ce sera la Suisse contre le Portugal. Personnellement, je ne Ah, vois pas le Maroc, effectivement, parce que le Japon, par exemple, a fait la surprise contre l'Espagne en faisant 10 minutes de folie, quoi. D'un coup, tout s'est bien passé pour le Japon pendant 10 minutes. Il faut vraiment que la même chose se passe pour le Maroc, et je ne sais pas si le Maroc est capable de changer de visage comme ça pendant 10 minutes, comme a pu le faire le Japon. Je ne suis pas certain comme ça. J'en ai pas la certitude du tout. eh bien, on a hâte de voir ça en tout cas, de voir si ces matchs, en tout cas la configuration de ces matchs, correspondra à ce qu'on imagine. Bon, c'était un plaisir, Régis, de t'avoir avec nous. Peut-être qu'on t'aura une nouvelle Un fois plaisir partagé. d'ici la finale. Il est 2 heures du matin à Doha, c'est ça, hein? Il est Voilà, 2 heures de plus. 2 heures du matin, tout à fait. Eh ben, écoute, c'était très cool. Raphaël aussi, merci beaucoup. Demain, les amis, on retrouve Zach et a priori le trio auquel vous êtes habitués. On espère vous retrouver. Vous êtes très nombreux chaque soir, donc ça fait vraiment plaisir. C'est cool de parler foot. J'ai fait ce que j'ai pu pour remplacer Zach, mais le titulaire reprendra sa place demain. N'oubliez pas, les replays sont dispo sur Twitch dès la fin de l'émission, sur YouTube demain matin, en podcast aussi. Et voilà, si vous kiffez l'émission, parlez-en et qu'on soit de plus en plus nombreux, parce que plus on est nombreux, plus peut-être qu'après la Coupe du Monde et pour d'autres compétitions, on pourra revenir. Salut tout le monde, bonne soirée et à demain. Ciao, ciao. Ciao, Salut. merci.